C'est aussi, en effet, je partage ce que disait Mathieu tout à l'heure, quelque chose qui peut nous éclairer sur ce qui anime les citoyens dans nos propres pays, la volonté de pouvoir maîtriser leur propre destin. Et je pense que pour l'Union européenne, le succès, pour reprendre les termes de votre question, serait de rendre aux citoyens de nos pays la capacité plus grande encore de maîtriser leur destin, c'est-à-dire de rendre nos démocraties plus souveraines qu'elles ne le seraient sans les institutions européennes. Et non pas de prétendre remplacer nos démocraties. Et je crois que c'est vraiment un sujet majeur. Et il me semble que dans la conversation qu'on a aujourd'hui, il y a une sorte de malentendu possible. Oui, il est très clair que l'Allemagne est une fédération, mais je ne crois pas qu'on puisse regarder l'Europe comme une Allemagne en plus grand. Et il me semble que quelque chose, par exemple, unit tous les Allemands, qui est ne serait-ce que la langue allemande, une culture commune, des références communes. Prenons un exemple tout simple. On parle de renforcer nos capacités de défense. Moi, je crois que l'Union européenne devrait nous aider à être plus souverains en matière de défense. Mais je ne crois pas du tout que ce soit en construisant une armée européenne. Pourquoi ? Eh bien, d'abord parce que nous n'appelons tout simplement pas armée la même chose. Quand l'Allemagne décide d'une opération militaire, il faut pour cela que son Parlement lui donne un mandat précis qui précise dans quelles conditions les forces auront le droit d'ouvrir le feu dans tel ou tel contexte. En France, le président de la République, dans son bureau, seul peut décider de déclencher une opération militaire. Cela crée, et c'est tout à fait normal, parce que c'est notre histoire, parce que c'est nos cultures, parce que c'est la singularité de nos références, cela crée un rapport à la chose militaire qui est radicalement différente. Demain, si nous créions une armée européenne, est-ce qu'elle parlerait allemand ou français ? Est-ce qu'elle serait construite sur un modèle ou sur un autre ? Moi, je crois à la coopération militaire entre nos pays. J'ai été il y a une semaine en Roumanie, j'ai été visiter les soldats français qui, au centre de la Roumanie, sont en train de construire précisément dans le cadre de la crise ukrainienne, de construire une base militaire avancée avec les forces roumaines, avec des forces néerlandaises, avec des forces belges. Et évidemment, cette coopération est indispensable. Mais il est aussi parfaitement clair, quand on se penche sur la réalité de cette expérience, que nos forces armées n'ont pas les mêmes modes d'intervention, n'ont pas les mêmes doctrines d'emploi, et ceci n'est pas accidentel, c'est lié au caractère. Je me tourne vers d'anciens membres du gouvernement français qui sont ici et qui connaissent cela mieux que moi, cher Pierre, mais nous voyons très bien que c'est lié aussi, c'est l'expression du caractère démocratique de chacun de nos États. Et nous avons le devoir de respecter ça, parce que c'est le modèle européen. Pour devenir forte, l'Europe n'a pas besoin de se nier elle-même. L'Europe n'a pas besoin de chercher à ressembler aux États-Unis d'Amérique. Ils ont leur propre modèle, mais le nôtre est différent. Le modèle américain, c'est e pluribus unum, faire de plusieurs une seule chose. Le modèle européen, c'est la devise de l'Europe, c'est uni dans la diversité. C'est le respect de cette diversité, de la différence, de la singularité de nos États, de nos peuples, de nos langues, de nos cultures, de nos traditions, de nos histoires, qui ne nous empêchent pas de travailler ensemble parce que nous sommes unis par une civilisation commune, et cette civilisation implique des principes communs. Mais ce qui me frappe, c'est de voir que pendant que nous animons cette discussion à Bruxelles, parce que pour être très honnête, on l'anime vraiment entre nous, pardon, mais la conférence sur l'avenir de l'Europe, je ne connais pas un seul vrai citoyen dans nos pays qui y ait participé, en vérité. Et d'ailleurs, les conclusions de la conférence sur l'avenir de l'Europe ne ressemblent pas du tout à ce que j'entends des gens quand je les rencontre en France. J'étais en Bourgogne hier pour aller dans la commune de Louhans rencontrer des Français qui venaient parler des questions européennes. Quand ils découvrent les résultats de la conférence sur l'avenir de l'Europe, par exemple l'idée des listes transnationales. Moi, j'entends toujours les Français me dire « l'Europe, c'est trop loin, je n'y comprends rien, c'est tellement éloigné de moi ». J'ai jamais rencontré un Français me dire « l'Europe est tellement proche de moi, je comprends tellement ce qui se passe que c'en est finalement déprimant, j'aimerais bien voter pour un parlementaire qui parle slovène ou bien pour un parlementaire qui parle portugais ». Ça ne m'est jamais arrivé d'entendre ça. Ce sont des idées qui naissent à Bruxelles et qui nous font plaisir à nous dans les institutions européennes. Mais jamais un seul Français ne m'a demandé de voter pour une liste transnationale. Et la vérité, c'est que l'Europe aujourd'hui paraît déjà beaucoup trop loin aux citoyens. Ils ont déjà l'impression de ne pas connaître leurs parlementaires européens. Je ne vois pas comment demain la situation s'améliorera si on leur propose de voter pour une liste sur laquelle figurent des parlementaires slovaques et des parlementaires hongrois. Et encore une fois, ça ne nous empêche pas de travailler ensemble, Slovaques, Hongrois. D'ailleurs, ça ne nous empêche pas de commencer par reconnaître qu'il faudrait d'abord mieux nous respecter et mieux nous parler aussi en Europe, mieux considérer la réalité de notre dialogue sur la démocratie. Et au fond, on voit qu'on n'a jamais autant parlé de renforcer l'intégration européenne et qu'on n'a jamais autant aggravé les fractures qui traversent l'Union européenne en
fragilisant la conversation qui pourtant est la plus nécessaire d'entre toutes, celle sur notre définition de la démocratie. Et pendant ce temps-là, vous voyez, c'est ça qui me paraît orthogonal, et je terminerai par là, alors même que nous voyons qu'il est absolument fondamental de renforcer l'Europe aujourd'hui, on continue de la fragiliser. Nous avons encore voté cette semaine au Parlement européen, mais on le fait tous les mois quasiment, c'est devenu une habitude, une résolution pour condamner la Pologne et dire tout le mal qu'on pense du gouvernement polonais. Très bien, au moment même où la Pologne accueille des millions de réfugiés ukrainiens sur son sol, je ne vois pas qu'il y a quelque chose qui va renforcer réellement le débat européen et la conversation européenne. Et alors qu'on parle de ce rêve d'une armée européenne qui me semble être une illusion, on continue de fragiliser ce qui pourrait être les outils d'une coopération concrète. J'ai été rapporteur pour le Fonds européen de défense. On a réussi à atteindre le montant de 8 milliards qui était divisé par 2 dans la dernière ligne droite de la négociation. Le Fonds européen de défense, pour le coup, c'est-à-dire un investissement commun dans notre industrie de défense pour être moins dépendant des grandes puissances du monde et moins dépendant du coup des revirements possibles à l'intérieur de ces grandes puissances, même quand elles sont nos amies. Eh bien ça, pour le coup, ça me semble être un pas en avant absolument décisif. Donc nous parlons d'armée européenne, mais nous fragilisons les conditions de notre coopération militaire. Nous parlons de renforcer nos démocraties, mais nous fragilisons le débat démocratique en Europe. Et surtout, nous parlons d'être plus forts pour défendre nos principes. Et je le redis sur la question de l'alimentation, mais c'est aussi vrai sur la question de l'énergie. Nous continuons de nous rendre concrètement plus dépendants. Hier qu'a eu lieu un vote au Parlement allemand, et je le dis avec beaucoup d'amitié à nos amis allemands, je ne le comprends pas ce vote, qui décide de maintenir la fermeture anticipée de 3 centrales nucléaires en Allemagne, les 3 dernières centrales nucléaires qui fonctionnent encore. Ce qui veut dire plus d'importation, ce qui veut dire plus de dépendance, ce qui veut dire plus d'émissions de carbone, alors que nous sommes à quelques semaines de pénurie énergétique sur la plaque continentale européenne. C'est la même chose sur la question alimentaire, c'est la même chose avec les débats qu'on a eus, et je sais que c'est un débat qui nous a réunis sur la question de la taxonomie européenne cette semaine. Cette semaine, nous avions des collègues qui nous expliquaient au Parlement européen qu'il fallait asphyxier la filière nucléaire en Europe en lui retirant toute possibilité de financement sur les marchés privés, alors même que nous sommes devant le spectacle évident de la réalité de nos dépendances et de la fragilité dans lesquelles ces dépendances nous ont mises. Donc il me semble que, au lieu d'entretenir des débats qui me paraissent très théoriques et finalement très éloignés des préoccupations réelles des citoyens européens, l'Europe gagnerait à retrouver sa véritable valeur ajoutée, à retrouver la confiance des citoyens de nos pays. Après tout, c'est ce qu'une institution démocratique devrait commencer par faire, en montrant que nous sommes capables, par ces institutions européennes, de rendre nos démocraties plus souveraines. Et à ce moment-là, il me semble que l'Europe retrouvera aussi le sens de ce projet de paix que le docteur Franz évoquait tout à l'heure.